Allez, bonjour à toutes et à tous. Je propose de se lancer. Voilà, donc je me présente. Je suis Nicolas Hémin. Je suis chargé de mission à Ville et Aménagement Durable. Et j'ai l'honneur d'ouvrir ce webinaire sur le bois de réemploi, intégrer le bois de réemploi dans la construction. Donc, nous avons 1 heure pour traiter ce sujet-là, pour essayer d'un peu mieux cerner le sujet. Donc, juste pour redonner quelques éléments de cadrage, c'est un webinaire qui est organisé par Fibois, Auvergne-Rhône-Alpes et Ville et Aménagement Durable. Johan Faguet de Fibois Aura pourra se présenter ensuite et qui réunit du coup 3 intervenants que je tiens d'ores et déjà à remercier pour leur mobilisation. Voilà, on vous représentera le programme plus détaillé. Ce webinaire, il fait suite, donc il est dans le cadre aussi du pacte bois biosourcé que Johan vous présentera plus en détail. Voilà, on avait proposé sur 2026 une série de webinaires. Il y en a deux, donc je peux quand même parler d'une série. Il y avait eu un webinaire en mai sur le bois dans l'acoustique, enfin, les sujets acoustiques liés à la construction bois. Il y a le replay qui est en ligne sur ce webinaire. Ça me permet de rappeler que ce webinaire est enregistré, les supports seront diffusés en PDF et le replay sera également mis en ligne sur ce webinaire. Et voilà, quelques consignes aussi. Il y a pas mal d'inscrits, donc pas mal de participants qui sont attendus. Donc veillez à bien couper vos micros pendant les temps de présentation. Vous pouvez utiliser le chat pour poser toutes vos questions, pour agir sur les questions des autres aussi, mettre des pouces s'il y a des questions que vous partagez. Comme ça nous permettra aussi, il y a un temps de questions-réponses qui sera prévu en fin de webinaire. On aura 10 minutes pour échanger, où là vous pourrez rallumer vos micros, formuler la question directement. Voilà. Mais voilà, en attendant, pour nous aider à à animer ce temps de questions-réponses, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et du coup, voilà, je vous invite à rentrer dans le vif du sujet du bois de réemploi. Donc, c'est ces deux filières finalement qui se rencontrent, qui sont plus ou moins structurées. On va détailler un peu euh, ça plus en détail. Et voilà, la question vraiment aujourd'hui, c'est comment intégrer ces sujets-là, le réemploi dans la construction bois. On va voir qu'il y a des sujets d'ordre assurantiel, des sujets techniques, logistiques, toutes ces choses-là qui vont vous être présentées, qui vont être abordées à travers ce programme que je laisse Johan présenter. Merci Nicolas. C'était une introduction très complète. Donc oui, au niveau du programme, on va commencer par des mots d'introduction de notre part de chez Fibois par rapport au pacte bois biosourcé, qui seront ensuite, il y aura une présentation de VAD sur l'action co-réemploi qu'il réalise à l'échelle de la région, où il globalise énormément de retours d'expérience, et donc ça c'est très riche pour s'en nourrir. Ensuite, il y aura un rappel du cadre réglementaire et assurantiel par Laurent Dandre, donc référent technique réemploi chez APAV, qui va nous rappeler un peu tout ce qui est contexte réglementaire, normatif, enjeux assurantiels. Ensuite, ça sera suivi par Michael Petit de chez Seribois, donc un laboratoire d'essai, qui va nous parler de la qualification et des essais techniques de bois de réemploi qu'ils peuvent réaliser au sein de leur laboratoire. Et on va finir par un retour d'expérience au niveau d'une démolition de logements collectifs à Tarare dans le 69 par Perrine Faure, chargée de projet chez Mineka, dans lequel en fait il y a des charpentes qui ont été il y a une dépose sélective de ces charpentes et qui ont eu une seconde vie. Voilà. Et il y aura une partie questions-réponses, comme tu l'as bien introduit, Nicolas, et n'hésitez pas à poser vos questions. Les intervenants sont là pour ça, pour éclairer. Donc oui, FIBO Auvergne-Rhône-Alpes, nous, notre objectif, on est une association régionale créée par les professionnels pour les professionnels de la filière forêt-bois. Donc en gros, c'est vraiment cette chaîne de valeur de la forêt jusqu'au chantier. On est là aussi pour faire de l'appui auprès de la maîtrise d'œuvre à travers des formations et auprès de la maîtrise d'ouvrage à travers ce pacte bois biosourcé, où en fait, en échange d'une signature, nous, on propose des ateliers qui visent des sujets d'actualité, vu que les entreprises nous les font remonter. Et en fait, le réemploi, bah voilà, c'est une filière qui se construit. Et vu qu'il y a du bois à l'intérieur de cette filière, et bah pour nous, c'est aussi important de comprendre les enjeux et de les faire remonter, de monter en compétence sur ces sujets. Donc voilà pour ma partie. Je te passe la main, Nicolas. Ouais. Donc, Ville et Aménagement Durable, juste pour vous dire quelques mots sur qui on est. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un réseau de Oui. professionnels de la construction et de l'aménagement durable.
en région Pardon? Auvergne-Rhône-Alpes. On Oui, a, oui. pardon. On a autour de hop, je coupe les micros et du coup, j'ai passé la page. On a autour de 460 structures adhérentes. Du coup, parmi ces structures, il y a un peu tous les métiers de la construction et l'aménagement qui sont représentés, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage public ou privé, et entreprises, fournisseurs, entreprises de travaux, etc. L'idée, c'est que, enfin, l'intérêt pour ces acteurs de venir chez Villa Aménagement Durable, c'est pour s'informer, pour se former. On est un organisme de formation, pour débattre, pour co-construire de nouveaux standards via le débat et aussi le partage de retours d'expérience, qui est très important pour nous. Et du coup, je sens que ces acteurs sont vraiment membres, contributeurs et moteurs de l'activité de nos différentes actions, et notamment à travers les actions collectives. Donc, je dis juste deux mots sur une action collective qu'on mène qui est, je sens, sur le sujet du réemploi de matériaux de construction, pour laquelle il y a une feuille de route qui a été établie en 2020 et qui était assez, finalement assez complète parce qu'on travaille dessus depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Et voilà, en cet axe, que ça va de la promotion, de la montée en compétence des acteurs, la connaissance de la filière, le soutien de la filière, tout ce qui est volet normatif, assurantiel, réglementaire, la coordination régionale et l'incitation. Voilà, du coup, aujourd'hui, il y a 170 personnes qui sont dans le groupe et qui échangent via une mailing list. Et très concrètement aussi, ça nous a permis de mettre en place différents outils pour aider la filière à se structurer. Donc justement, si on reprend un peu les axes de la feuille de route, vous trouverez toute la boîte à outils en ligne. Mais là, pour vous donner un peu une vision globale, je vais aller assez vite, je vais pas détailler chaque outil. Mais du coup, pour ce qui est de la connaissance de la filière, on a un annuaire en ligne, c'est un drive Excel partagé où chacun peut se renseigner, mettre ses coordonnées. Et c'est très collaboratif. Et ça permet voilà, de cibler des acteurs pour faire du sourcing d'acteurs, de partenaires. On a un inventaire de matériothèque qu'on met à jour régulièrement. Là, on vient de publier une mise à jour euh, qui a été publiée, qui a été diffusée, qui présente 18 matériothèques, plateformes physiques de réemploi. Il y a notamment un site de reconditionnement de sanitaire. Euh, et puis tout ce qui va être retour d'expérience, qui sont capitalisés qui permettent de faire une publication pour dégager des enseignements issus de ces retours d'expérience à travers le vadomètre du réemploi et puis d'avoir des fiches retour d'expérience plus détaillées, opération par opération. Et puis ça autour d'expérience, enfin voilà, tout ça c'est lié aux événements qu'on peut faire sur site, notamment visite de site, visite d'opération euh, et présentation de retour d'expérience en atelier. À côté de ça, il y a tout ce qui va être argumentaire, donc on a fait une plaquette pour l'Adréal sur l'impact ou le non-impact du réemploi dans le calcul carbone de la RE 2020. Et puis le vrai ou faux du réemploi qui déconstruit 10 idées reçues sur le réemploi pour convaincre ses partenaires. Ensuite, il y a tout le volet mise en réseau à travers des réunions de groupes de travail. Et puis des outils comme le jeu sérieux, le Réemploi, qui est un Time's Up du réemploi qui permet aussi de faire prise glace sur des animations. Et puis voilà, il y a tout le volet formation. Là, on a programmé une formation sur 2026 que vous retrouverez sur notre site internet. Et puis l'animation de workshop immersif. Et puis aussi, on l'a pas mis, mais on pourrait rajouter l'organisation de webinaires comme on le fait aujourd'hui. Et on a également toute une sélection de ressources que vous retrouverez sur l'Enviroboîte. Donc des ressources qui sont pas forcément, enfin qui sont produites au niveau national par différents acteurs. Là, on vous a fait une petite sélection. Hop. On vous a fait une petite sélection de ressources qui vont concerner le bois du réemploi. Voilà, il y a quelques ressources utiles, notamment les fiches du projet européen FCRBE qui datent un peu, mais qui sont quand même pleines de renseignements intéressants sur la logistique. Donc là, elles sont classées par catégorie. Il y a abord et voirie, sur le gros œuvre, il y a du bois massif structurel. Voilà, il y a différentes catégories. Et là, vous avez un petit extrait qui montre, par exemple, comment déposer, comment stocker, comment transporter. Donc c'est très opérationnel et très intéressant. Il y a également les méthodologies pardon, de la Fondation Bâtiment Énergie, de méthodologie de diagnostic et d'évaluation des performances pour le réemploi, qui s'appuie elle-même sur des outils déjà existants. Et vous avez par exemple un visuel d'un guide FCBA pour caractériser, enfin
pour identifier les risques de pathologie du bois. Enfin voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes dans ces fiches-là. Et plus récemment, il y a le projet Spirou aussi qui identifiait 10 filières de réemploi pour également faire des méthodologies. Et parmi les 10 familles de matériaux, il y en a deux qui peuvent concerner la filière bois avec les blocs-portes et les charpentes. Et puis aussi des projets à suivre sur le bois de réemploi, alors notamment dans le sud-ouest, il y a Nobatec qui a un projet Restou où il y a la volonté c'est de créer une filière pour la fourniture de bois de structure de réemploi qualifiée en Nouvelle-Aquitaine. Et puis plus localement, il y a le projet bois de réemploi de BTMC et Métabatic avec un financement de la NCT. Ils ont fait un webinaire de restitution hier que vous retrouverez en ligne si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Et, et puis du coup, la présentation d'aujourd'hui aussi, c'est qui rassemble Fibois Auvergne, Rhône-Alpes et Séribois. Ça permet aussi d'évoquer un sujet. Enfin voilà, là on fait un webinaire aujourd'hui, mais on a un projet aussi pour travailler sur 2020, sur 2 ans, sur 2026-2027. On attend encore une validation, une dernière validation d'un financement, donc on ne peut pas vous en dire trop aujourd'hui. Et de toute façon, euh, voilà, ça fera l'objet de notre présentation. Mais l'idée, voilà, c'est un peu de muscler la feuille de route que je vous ai présentée sur le sujet du réemploi, mettre à jour les outils en intégrant des, euh, des, euh, des encarts, des focus sur le bois, sur le réemploi du bois et d'avoir des groupes de travail spécifiques. Voilà pour cette présentation qui vous donne quelques éléments de contexte. Et maintenant, je vous propose de rentrer plus en détail. Je vous ai présenté des notes méthodologiques, mais voilà, du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Laurent Dandre avec sa casquette de contrôleur technique. Il va pouvoir Ma vous casquette. ou son casque de chantier, va pouvoir vous dire où on en est sur le cadre réglementaire et notamment normatif et notamment assurantiel. Donc c'est à moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Laurent Dandre, je suis contrôleur technique à la PAV et référent national pour les matériaux donc biosourcés, géosourcés et le réemploi. Alors je travaille pas tout seul puisque le réemploi va concerner tous les corps d'État. Donc évidemment les référents techniques des différents corps d'État on travaille main dans la main pour avancer sur les sujets. Alors, je voulais déconstruire déjà une idée reçue parce qu'on entend tout le temps dire ouh là là, en France, on croule sous les normes, c'est terrible, on va jamais s'en sortir. En l'occurrence, il faut bien faire le distinguo entre réglementation et normes. Et donc, pour rappeler que la réglementation, c'est la loi. Donc, la loi, effectivement, on est tenu de la respecter. Loi sous ses diverses formes, donc décrets, arrêtés, etc. Mais les normes, ce sont en fait des documents consensuels qui ont été établis par les professionnels du sujet et pour un petit peu encadrer et faire en sorte que on se réfère à une norme plutôt qu'à tout redécrire de A à Z. Par exemple, les normes comme les DTU, on dit souvent les DTU, mais le nom complet, ce sont NFDTU. Et donc, ces normes sont d'application volontaire. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Alors c'est plus facile de les appliquer puisque on va voir que elles sont reconnues par toute la profession et notamment par les contrôleurs techniques et les assureurs. On va pouvoir passer. Donc il y a effectivement d'autres textes qui sont ni normatifs ni réglementaires, mais voilà pour les principaux. Et donc les assureurs, en fait, sont tenus. Ouais, parce que le son sur mon enceinte, j'aurais pas dû démarrer. Ah, il y a des micros allumés. Sont tenus de respecter la loi de Spinetta, qui impose en fait les assurances décennales pour les entreprises et l'assurance dommage-ouvrage. Et donc, les assureurs, évidemment, sont plus rassurés quand on a choisi d'appliquer des référentiels dits de techniques courantes. Donc, c'est justement ceux qui concernent les DTU, qui respectent les DTU. Et donc, là, on peut passer à la suivante. Euh, on a ce tableau qu'il est important de connaître
au moins de connaître son existence. On le trouve sur le site de l'AQC dans les publications semestrielles. Et les DTU, puisque c'est eux d'eux qu'on parle le plus, là qu'on retrouve tout en bas à gauche, sont les principaux textes et vont décrire à la fois les matériaux, mais aussi les techniques de mise en œuvre. Et donc on voit que pour le réemploi, les matériaux, on n'a pas la possibilité de prouver qu'ils respectent à la lettre les attendus du DTU. En revanche, pour la mise en œuvre, je dirais, un morceau de bois, c'est un morceau de bois et on peut respecter les mises en œuvre dictées par le DTU. Donc on voit qu'on a un petit écart par rapport aux techniques courantes et c'est pour ça qu'on va basculer du côté droit, donc orange, du tableau avec des techniques non courantes pour lesquelles on va voir comment on va essayer de les appliquer quand même. Euh, donc on va différencier trois types de réemploi les réemplois à l'identique, où là, notre poutre en bois, on a le désir de l'utiliser exactement à la même fin. Donc, à la limite, je dirais que le bois de structure, c'est pas forcément le plus compliqué. La question va se poser pour les portes, on en parlait tout à l'heure, les portes coupe-feu notamment, où on a des difficultés à prouver qu'on respecte la loi qui nous impose cette fameuse porte coupe-feu, par exemple. En revanche, pour les modes déclassés, c'est-à-dire qu'on va utiliser une poutre de 10 mètres de portée à d'autres fins, par exemple pour des portées beaucoup plus faibles ou pour des charges beaucoup plus faibles. Et là, on a des facilités à le faire. Euh, Idem pour la réutilisation. Donc là, on va complètement dévoyer l'usage initial du matériau ou du produit pour s'en servir à une autre fin, par exemple pour l'ameublement notamment. Nous, contrôleurs techniques, il est important de rappeler que notre mission, elle est dans la prévention des aléas techniques, mais dans des missions normales, normales entre guillemets bien sûr, donc, selon la norme qui régit notre métier, on n'est pas tenu de valider et de qualifier les matériaux, puisque les matériaux, dans l'esprit, sont censés sortir d'usine et donc respecter les attendus des DTU que j'ai cités tout à l'heure. Or là, on a la question qui se pose, c'est comment on fait pour dire ce matériau, il est apte à l'emploi, excusez-moi, donc à son usage ultérieur. Donc la question, ça va être d'établir un protocole, donc une série de tests et de critères à respecter. Donc nous, on va donner notre avis sur le protocole. Et ensuite, ce protocole qui va définir un certain nombre de critères, humidité, gerce, présence de, d'insectes ou de traces de fongiques, etc. Donc ce protocole, nous, on va le donner un avis dessus, puis ensuite les participants au chantier, bureaux spécialisés dans le réemploi, charpentiers, menuisiers, vont attester et qu'ils ont bien respecté l'ensemble des critères attendus. Sachant que ces critères attendus sont pas les mêmes selon qu'on veut faire un banc, de l'ameublement, des ouvrages semi-structurels, c'est-à-dire de faible impact structurel, ou des ouvrages qui vont tenir le bâtiment. Donc, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Et donc, notre métier est encadré. C'est pour ça que on peut aller étudier. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver qu'on va aboutir à tout réemployer. C'est un petit peu du cas par cas. Et c'est pour ça on sort des techniques courantes, habituelles. Là, on peut passer à la suivante. Donc, notre analyse de risque, elle est faite en fonction du produit et de sa destination. C'est-à-dire qu'on n'a pas un mauvais produit ou une mauvaise destination. On a une adéquation à avoir entre le produit et son ancienne utilisation et sa future utilisation. Donc, on va un peu hiérarchiser le risque, hein. Notre métier, c'est l'analyse de risque, et notamment quand on est en dehors des clous de la technique courante, puisque le risque, on va l'analyser en fonction de référentiels
soit ces fameux DTU ou avis technique ou appréciation de technique expérimentale, soit eh ben, écoute, c'est à partir des attendus, des sollicitations attendues sur l'ouvrage qui va suivre. Et donc, on a voilà, hiérarchisé un petit peu de niveau 1 à 4, le niveau 4 étant le produit le plus compliqué pour lequel on va attendre, notamment en électricité, par exemple, un impact sur la réglementation qu'on doit respecter. Et donc là, ça peut être plus compliqué. On peut passer à la suite. Voilà, donc les principaux garde-fous, c'est de bien cerner la part réglementaire et la part normative en fait du sujet. Et c'est pour ça que concernant la réglementation, on va essayer de voir que quels sont les attendus. Et donc les attendus de la réglementaire ne sont pas les mêmes selon qu'on est en ERP, donc selon du public en fonction de la catégorie, en fonction de la hauteur du bâtiment, en fonction de la présence ou pas de locaux à sommeil, de la stabilité au feu. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Donc, de bien cerner la destination de l'ouvrage, la réglementation applicable, et partout où la réglementation est plus simple à appliquer, il ne faut pas se priver de réaliser des ouvrages en réemploi, en matériaux de réemploi. Et ensuite, d'avoir vis-à-vis des contraintes là plutôt structurelles ou solidité, étanchéité, le clos couvert, de voir un petit peu quels sont les attendus et d'avoir un échange avec le contrôleur technique et avec son assureur pour être certain que les attendus de chacun vont pouvoir être justifiés et respectés. Et donc là, ça va être le boulot de la maîtrise d'œuvre, du charpentier. C'est toute une équipe qui se met en relation, en lien. Et ça veut dire aussi qu'on est sur des échanges en amont de la réalisation pour être bien certain que ça va être possible. Un dernier point, la simplicité. Ça veut dire que, alors là, on est sur le bois, mais d'une manière générale, sur les ouvrages qui peuvent tomber en panne, ce n'est pas le cas du bois, hein. Le bois, il est soit bon, soit pas bon. Ensuite, c'est sa mise en œuvre hein, qui va être, qui va donner la sécurité ou la solidité. Mais lorsqu'on est sur des ouvrages qui peuvent tomber en panne, c'est anticiper finalement la démontabilité et le changement du produit. Donc, c'est vraiment avoir de la conception low-tech, on peut dire, pour pouvoir anticiper les problèmes éventuels à venir. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Donc là, je vous ai mis mes coordonnées ainsi que celles de mes collègues. Donc Amandine Lipari, qui s'occupe de toutes les diagnostics PEMD, donc les diagnostics qu'on effectue à la démolition, ce sera peut-être évoqué un petit peu plus tard, et qui va lister un petit peu les produits qui sont réemployables, réutilisables, déclassés ou pas. Et enfin, Nicolas Berny, qui lui, je vous le disais, est le coordinateur de tous les référents techniques concernant la thématique du réemploi. Ok, Voilà, et puis j'attendrai super. les questions en fin de webinaire, je Eh crois. ben merci, ouais. Ouais, bah après, là, je vois qu'il y en a juste une qui peut être très rapide de Sébastien, la Boiscyclerie, qui demande si la réglementation s'applique pour les projets en autoconstruction, maison individuelle, notamment. Peut-être juste répondre à Alors, cette question. en maison individuelle, on a l'arrêté du 31 janvier 86 qui s'applique, mais qui est presque, enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose, mais en toute logique, elle s'applique, qu'on soit la loi, on l'applique. Voilà, il n'y a pas le choix. Ensuite, il y a la question de l'assurance, où là, si la personne est en autoconstruction et s'assure lui-même, ce qui est un petit peu en marge de l'esprit de la loi Spinetta, mais voilà, quand on est en autoconstruction, on peut s'auto-assurer finalement et on va savoir réparer ou changer les pièces parce qu'on l'a fait soi-même. C'est un petit peu ça l'esprit. Ok, merci. Et ben, du coup, je vous propose de dérouler, puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions pour Laurent, à les poser dans le chat, on pourra les reprendre autant imparti en fin de session. Et du À coup, tout bah, à je l'heure. laisse Michael Petit de Serivoix nous présenter la qualification, les essais techniques pardon, qu'il réalise au sein de Serivoix.
Oui, bonjour à tous, donc Mickaël Petit, donc responsable commercial au sein de Céribois, donc un laboratoire d'essai pour la caractérisation des matériaux. Et là, on va parler un peu plus précisément du bois en l'occurrence. Donc, dans le cadre du réemploi, il faut envisager deux cas de figure, à savoir les bois pour un usage non structurel et les bois donc pour un usage structurel. Pour tout ce qui va être bois non structurel, type lambris, parquet, bardage et autres, on n'a pas beaucoup d'essais, on va dire, mécaniques à réaliser. Ça va plutôt être des analyses qui seront effectuées sur des analyses mycologiques, donc la recherche des champignons, des analyses entomologiques par rapport aux insectes, s'il y a une présence ou non avant de le réemployer. On peut aussi déterminer l'essence afin d'avoir une certitude sur l'essence employée. Déjà, ça peut nous permettre après, dans la recherche de produits de traitement qui vont venir par la suite, savoir s'il y a une présence de cuivre ou d'insecticides. Car on sait que parfois, dans le réemploi, on peut réutiliser des bois à l'usage extérieur et après les réemployer à l'intérieur. Donc, on écarte les traces de traitement. Parfois, on peut aussi faire quelques essais de résistance en flexion pour ce type de bois, mais c'est beaucoup plus rare. Si l'essentiel de on va dire des essais que l'on réalise, ça va être sur l'usage structurel, qui va donc arriver juste après, où là, en fait, on va se fier à la norme des bois de structure, c'est l'ANF EN 408, où là, on réalise des essais de résistance en flexion. Donc, une flexion de 4 points, comme on peut le voir sur le schéma, ça va être là, sur la page d'après. On va avoir donc, voilà. Ici, donc, on va dire, des longueurs à respecter si on veut suivre la norme, même si parfois on peut s'en accommoder si l'échantillonnage n'est pas bon. Donc, on va être sur à peu près 18 fois la hauteur de flexion pour le caractériser. Et donc, on ne pourra déterminer que sa résistance max, on va dire, ainsi que son module d'élasticité si le nombre d'échantillons est suffisant. Ce qui n'est pas toujours facile dans le cadre du réemploi, car on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir amener 10 pièces ou 15 pièces de la même section pour pouvoir le faire. Si on se base sur le lamellé-collé, en l'occurrence, on pourra le faire sur des dimensions un peu plus petites pour voir sa résistance max, parce qu'on a eu le cas, nous, chez nous, dernièrement, où on a donc testé des lamellés-collés. On prenait une partie du lamellé-collé, parce que c'est des grandes sections, et on prenait qu'une partie pour un usage, on va dire, différent avec des portées moindres. Donc, ce qui nous permet de le faire de façon un, un peu plus complète et au moins on a un peu plus de résultats probants sur des résultats. Bah, sur les lamellés collés, on fait aussi la résistance des joints de collage, parce que dans un premier temps, lorsqu'on nous les amène, c'est juste un choix, on va dire, visuel pour, euh, pour les caractériser. Et on fait des essais donc, de cisaillement qu'on peut voir juste après sur le site. Enfin, ouais, bah, alors là, en l'occurrence, il y avait donc des photos sur notre banc pour la flexion 4 points. Vous voyez, on voit à peu près les points de rupture sur le lamellé collé, partie basse ou au niveau ou en plein milieu sur les joints de collage où ça cède. Et justement, et donc le slide d'après sur le collage, donc on vient tester en, en cisaillement le collage pour être sûr justement qu'il n'y ait pas des performances moindres au niveau du collage avec le temps, parce que certaines sont posées depuis quelques années. Et donc, on prend le lamellé collé en lui-même et ensuite, chaque plan de collage, on vient appuyer dessus et donc on détermine sa résistance max sur chaque plan et après on fait une moyenne. Autre que le cisaillement, on peut aussi réaliser des essais en délamination qui sont différents, mais au moins on le met une petite éprouvette lorsqu'on n'arrive pas à avoir des morceaux plus importants. On prend une éprouvette beaucoup plus petite et donc on le met dans une étuve
pour une durée déterminée, un cycle de pression, et ensuite on mesure la délamination sur les joints de collage. Pour tout ce qui va être comme ça, réemploi, la problématique pour tout le monde, c'est surtout d'amener des éprouvettes et un échantillonnage, on va dire, assez grand, et c'est délicat de respecter toujours la norme par rapport aux longueurs demandées et surtout au nombre d'échantillons. Pour notre part, c'est surtout ces, ces différentes analyses et on va dire et les essais sur les lamellés collés essentiellement que l'on arrive à déterminer. Voilà. Le reste, pour le moment en tout cas, on n'a pas on va dire d'autres essais en perspective pour pouvoir justement réemployer les différents bois. Donc après, je transmettrai nos coordonnées par la suite si vous voulez nous envoyer des petits mails sur les essais. Donc voilà, il y a le mail qui apparaît et mon numéro de téléphone. Donc après, voilà, vous pouvez nous appeler et après on voit jusqu'où on peut aller et on va dire ce qu'il est capable de faire pour vous en tout cas, pour pour déterminer si les, les poutres en l'occurrence sont réutilisables ou non. Donc maintenant, je laisse la parole à Ouais, Perrine. merci. Peut-être juste, il y a une rapide question de Marine Vartel sur les essais, savoir si les tests sont destructifs. Ça pose la question justement de l'échantillonnage, si on peut le réemployer derrière. Est-ce que les tests présentés sont destructifs ou non? Comment? Excusez-moi. Non, je disais, il y a une question dans le chat, savoir si les tests étaient destructifs Oui, c'est systématiquement. pour ça. Ah Oui, oui. donc c'est essentiellement bah oui, pour nous en tout cas, c'est que des tests destructifs. Alors il existe aussi un appareil qui nous permet de mesurer par résonance. Donc après, nous, on n'est pas équipés pour. Après, ça peut être un peu moins probant, on va dire, en termes de résultats. Et oui, sinon c'est destructif, d'où la problématique d'envoyer plusieurs échantillons, parce que sinon, nous, si on en détruit 5 ou 6 et que vous devez en réemployer 10, ça devient compliqué. Il n'y aura Hmm. pas assez d'échantillons. Mais oui, c'est destructif, effectivement. On doit aller jusqu'à la rupture pour avoir la détermination de la valeur de résistance max. Ok, très bien, merci. Et bah oui, bah du coup, je propose de continuer avec du retour d'expérience pour illustrer un peu les différents sujets. Du coup, Perrine, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Perrine Faure, chargée de projet chez Mineka sur la partie bureau d'études. Donc, je vous propose un retour d'expérience au sujet de démolition d'anciens logements sociaux. On a accompagné une opération en tant qu'AMO. Donc, pour mettre un petit peu de contexte, en fait, la maîtrise d'ouvrage, donc, qui est le groupe 3F Immobilière Rhône-Alpes, à ce jour, n'avait pas encore fait de démarche de réemploi. Donc, l'objectif aussi était vraiment de se former sur le sujet et de voir en fait comment poser les jalons d'une démarche de réemploi en étant accompagné notamment via une mission AMO. Le maître d'œuvre Ginger a également donc suivi l'ensemble de l'opération et on est venu en support pour des points assez spécifiques durant le déroulé de l'opération. Et donc là, ce que je vous propose aujourd'hui pour contextualiser, pardon, c'est vraiment de se mettre dans la situation de réemploi ex situ. Donc sur ce REX, on ne va pas parler de tests en laboratoire ou d'enjeux de ce titre. C'était vraiment de se dire que la matière allait quitter le site et la maîtrise d'ouvrage n'en serait plus propriétaire. Donc on va voir voilà, comment on a mis ça en place tout au long de l'opération. La spécificité de cette opération, c'est que du coup, la maîtrise d'ouvrage a souhaité lancer un seul et même marché pour 3 sites et 3 projets. Donc toujours à Tarare, où du coup, on a aussi une complexité à gérer en termes de chantier. Je vais beaucoup parler de méthodologie finalement aussi liée au réemploi, à la fois en termes de chantier, de manutention, etc. Donc ces 3 sites, ils sont à différents endroits au sein de Tarare. La démarche, elle a été en amont finalement, ça a été de réaliser déjà dans un premier temps le diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets. Donc là, pour le coup, ça a été le même acteur, ça a été Mineka qui, depuis le début de l'opération jusqu'au bilan de l'opération, a pu suivre la démarche. En accompagnant également à la consultation des entreprises, à savoir comment intégrer le réemploi au sein des marchés jusqu'au bilan et au suivi chantier de l'opération.
On peut passer à la slide suivante. Du coup, la particularité aussi de ces sites qui allaient nous orienter dans les méthodologies réemploi, on avait donc deux sites qui étaient plutôt semblables, avec donc des bâtiments à R+3 avec combles et caves, qui du coup se situaient en bordure de route, donc un accès aussi assez compliqué pour évacuer notamment les matériaux lors des dépôts soignés. Voilà, il y avait aussi une gestion des flux qui était très spécifique. Là où on avait par exemple aussi un autre site, donc les résidences Valson, où on était beaucoup moins contraint, c'est-à-dire qu'on avait quand même des circulations qui permettaient en pied de bâtiment de descendre les matériaux et qui étaient à distance, mises à distance de la circulation principale en ville, avec pour le coup là vraiment des bâtiments d'une plus grande ampleur en R+5 avec des caves où on était sur 4 barres de logement, donc avec beaucoup plus aussi de matériaux sur ce site. En tout cas, tout ça pour dire que ça a aussi orienté la méthodologie, de se dire qu'on allait plutôt utiliser la résidence et le site de Valson pour stocker aussi temporairement les matériaux et d'avoir des zones de stockage tampons en attendant qu'ils ne soient évacués. Donc il y avait un vrai dialogue qui a été mis en place au moment de lancer, enfin après les consultations, de mettre les acteurs autour de la table, donc maître d'œuvre, AMO, la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise sélectionnée pour la dépose soignée pour organiser les déposes. Si on rentre un peu plus dans le détail des phases réemploi qui ont été clés pour l'opération, dans un premier temps, c'est de réaliser ce diagnostic PEMD pour dresser des fiches matériaux, des fiches ressources. Si là aujourd'hui on focalise sur les éléments bois, on a par exemple caractérisé sur site les charpents de bois, on avait également donc les pannes qui étaient en bon état et des parquets bois dans les bâtiments aussi qui étaient en présence d'assez grande quantité. Il est important de souligner aussi qu'entre le moment où on réalise le diagnostic PEMD et le moment où les dépôts soignés vont être réalisés, il peut parfois se passer un certain nombre de temps en fonction du contexte de l'opération. Donc l'État, même si aujourd'hui dans les fiches ressources est décrit, il faudra avoir une expertise complémentaire au moment de la dépose soignée avec des tests de dépose et vérifier l'état des matériaux. Mais en tout cas, voilà, ça a permis d'anticiper les choses pour dresser un catalogue de matériaux. L'objectif, donc ensuite, pour accompagner à la consultation des entreprises, c'est de se dire que tous les documents qui avaient été fournis pendant les études allaient être mis à disposition des entreprises travaux pour proposer et faire une offre. Donc ça faisait vraiment partie de la documentation lors de la consultation, avec notamment un tableau des objectifs réemploi qui a été donc fourni aux futurs des constructeurs. On a souhaité orienter et donner des objectifs assez libres, enfin comment dire, assez libres et pas, on ne voulait pas contraindre l'entreprise travaux. Donc on a décidé simplement de dire qu'on souhaitait un taux de réemploi fixé à 30% de la masse totale des ressources identifiées. Donc en fait, on prend les fiches ressources, on comptabilise les tonnages au total et on estime que ce 30% de la masse représenterait environ 70 tonnes de matériaux que la maîtrise d'ouvrage souhaite réemployer. Le choix des typologies est laissé libre, c'est-à-dire qu'une fois que le déconstructeur sera sélectionné, il aura pour arbitrage de sélectionner les matériaux qui lui semblent atteignables, vérifier aussi l'état, etc., pour lui laisser plus de souplesse dans son marché et la réalisation de l'opération. In fine, l'offre retenue le démolisseur, en fait, a répondu avec un sous-traitant. Donc, finalement, on s'aperçoit qu'un démolisseur n'a pas forcément aussi les références tout le temps adéquates en réemploi. Donc là, le principe de sous-traiter aussi la compétence réemploi et de vraiment de s'entourer d'acteurs spécialisés en dépose soignés. Là, en l'occurrence, TPM a répondu donc avec Ecomat 38 et l'offre a été retenue. Donc, on avait la notion du stockage aussi qui était importante puisque en fait, les matériaux sont partis à destination de la plateforme d'Ecomat 38 pour qu'ensuite ils diffusent les matériaux après la démolition du chantier. Donc voilà, et au niveau de l'historique, les objectifs réemploi ont été atteints par l'entreprise. On voit le site donc à Tarare et les exutoires. Donc soit il y a eu de la redistribution en pied de chantier qui était quand même plus rare,
En fait, la majorité des gisements ont été quand même transportés donc, à la plateforme d'Ecomat 38 à Saint-Apollinaire et ensuite diffusés sur l'ensemble du territoire, donc à la fois avec des professionnels et à la fois à des particuliers. On peut donc voir qu'en majorité, ça a été les pannes bois qui ont été sélectionnés, les fermes bois également, beaucoup de parquets bois qui aussi pesaient un tonnage assez conséquent pour atteindre justement ces 75 tonnes de matériaux. Donc on a aussi des typologies de matériaux qui sont assez diversifiées sur l'opération et qui étaient plutôt aussi encourageantes pour que l'ensemble des acteurs se forment au sujet. Ici, on peut faire un focus sur les fermes bois justement et la dépose sélective. En fait, c'est vraiment d'anticiper la logistique sur ces éléments qui sont peu évidents à déconstruire si on ne met pas les moyens de levage nécessaires en face. Là, en fait, ce qui est intéressant avec la sous-traitance, c'est que finalement, l'entreprise générale met à disposition aussi des moyens de levage que n'aurait pas forcément un acteur du réemploi. Donc là, on a vraiment une coordination très importante qui se fait d'un site à l'autre en fonction du planning chantier. C'est aussi de se poser les questions, d'anticiper de comment on intègre le réemploi de ces charpents de bois au sein du planning des dépôts soignés. Donc vraiment un travail fin qui a été mené avec l'entreprise et aussi de se dire comment on évacue assez rapidement ces fermes pour qu'elles soient conservées aussi en bon état. Donc, il y a tout un aspect aussi logistique de rentabiliser, entre guillemets, un transport. Donc là, par exemple, on voit les fermes qui sont en train d'être chargées sur la, sur la photo à droite, où en fait, en un seul et même transport, on a pu évacuer l'ensemble des fermes en un transport. Donc voilà, c'est des éléments qui sont aussi à prendre en compte assez importants dans l'opération. Et donc aujourd'hui, on est à plus d'un an du bilan. Ça fait un an que les dépôts soignés ont eu lieu et donc les matériaux ont été transportés à la plateforme d'Ecomat. On a déjà des premiers retours, notamment avec les charpents de bois qui ont été déjà réemployés, qui ont eu une seconde vie. En l'occurrence, c'est une entreprise de charpente, donc un professionnel qui a racheté ces éléments, qui les a adaptés à un nouveau projet. Donc là, je ne sais pas si je suis encore en train de collecter les données, mais je ne sais pas si on est sur un marché public ou privé. Mais en tout cas, ce qu'on peut observer, c'est que donc ces fermes ont été adaptées sous format d'un abri vélo, aussi par un professionnel qui a l'habitude voilà, de travailler ces éléments, qui a les moyens nécessaires en atelier de retravailler ces fermes bois. Et puis aussi, certainement, on l'imagine, ici, on porte un abri vélo et non pas une toiture en tuiles. Donc voilà, il y a aussi ce qu'on disait en début de webinaire, comment on déclasse, entre guillemets, le matériau où on n'a pas le même usage initial et le même usage final. Là également, un focus sur les parquets bois qui ont été déposés soigneusement. On étiquetait aussi en fonction des palettes pour avoir un suivi et une traçabilité. C'est un peu moins le sujet aujourd'hui, mais aussi voilà, de parler du conditionnement qui est assez important pour préserver les matériaux et leur état, donc avec les tuiles, Je peux pas descendre, je crois que j'ai un dos, là. avec les tuiles, l'évacuation. Et simplement aussi pour rappeler que cette démarche, elle est assez itérative, qu'en fait, pendant le suivi de chantier, chaque semaine, ou en tout cas lors des dépôts soignés, on vient échanger avec le déconstructeur et suivre les objectifs réemploi, à savoir qu'entre le diagnostic PEMD et la vie du chantier, finalement, des matériaux se sont peut-être aussi détériorés. On a un tri qui est effectué sur site directement par l'entreprise. Donc, c'est finalement de suivre finement le pourcentage de perte, de justifier aussi ces pourcentages de perte et in fine d'atteindre notre objectif réemploi de 75 tonnes. Et pour terminer, juste un focus sur les bordereaux réemploi qu'on met en œuvre aussi pour finalement acter la démarche de réemploi avant que les matériaux ne quittent le site. On signe en fait conjointement avec le maître d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage et l'entreprise travaux pour acter que les matériaux sont en bon état, ont été déposés et de aussi justifier la quantité finale qui a été déposée soigneusement.
Voilà, donc si vous souhaitez aussi plus d'informations, vous retrouvez mes coordonnées sur la partie bureau d'études. Eh bien, merci Perrine pour cette présentation très illustrée et concrète. Du coup, il nous reste 15 minutes pour un temps de questions-réponses. Donc, j'ai vu qu'il y avait déjà des questions dans le chat. Alors, par exemple, il y avait une question pour toi, Perrine, sur savoir si ces éléments ont été mis sur une plateforme de revente. Mais du coup, c'était peut-être. Euh, Euh, donc en fait, Ecomat 38 a anticipé la vente des matériaux puisque grâce à l'aide des fiches ressources et aussi une fois que voilà ils ont une connaissance du site, ils ont pu en fait aussi contacter des personnes dans leur réseau finalement qu'ils avaient déjà en connaissance grâce à la plateforme de réemploi et ensuite via des outils, ça pourrait être par exemple sur leur site internet où ils peuvent mettre en visibilité les gisements avec le catalogue en ligne ou ce genre de choses. Voilà, mais il y a eu beaucoup quand même de choses qui ont été faites en amont via leur réseau directement. Ok, ensuite il y avait aussi une question de Bastien Cambre. Bonjour. Quels outils avez-vous mis en place pour contrôler que le démolisseur respecte les 30% de réemploi des matériaux? Donc c'est vraiment la mission que Mineka a eue en suivi de chantier. Donc on était en appui à la maîtrise d'œuvre où en fait on suivit les objectifs, donc avec des déplacements sur site. On remplissait ensemble en fait le tableau qu'on a pu apercevoir à la fin de la présentation, de revérifier aussi les quantités, de vérifier que le conditionnement était fait aussi dans de bonnes conditions, donc sur palette, filmer les éléments, regarder l'état en fait et enfin, tout simplement faire une visite de chantier pour voir où en étaient les déposes et aussi de justifier à chaque fois pourquoi on avait des taux de perte. Par exemple, alors ça concerne un petit peu moins le bois, mais on voulait réemployer énormément de carottiments et finalement, au moment de la dépose, certains éléments n'étaient plus propices au réemploi parce qu'ils se déposaient moins bien facilement que ce qu'on pensait. Donc c'est à chaque fois, là, c'est ce que je disais, le fait d'avoir une démarche itérative au fur et à mesure du chantier. Et une question de Thomas Caterou du FCBA. Toujours pour toi, Perrine. Est-ce que le diagnostic a été effectué uniquement par méthode visuelle ou est-ce que vous avez utilisé des outils de contrôle non destructifs de type détection de champignons, insectes, méthode ultrason, etc. Oui, tout à fait. Du coup, nous, en fait, en tant que bureau d'études AMO, le diagnostic PEMD, lorsqu'on réalise ces missions sur des sites, il peut y avoir des tests de dépose, mais qui sont vraiment en rapide pour vraiment, par exemple, comprendre si une moquette est collée ou non, enfin, de comprendre les types d'assemblage. Néanmoins, on ne va pas avoir la compétence de réaliser des tests de type champignons ou ce genre de choses, où là, en fait, ça sera plutôt durant des études qu'il faudra fiabiliser ces éléments en envoyant éventuellement des échantillons en laboratoire. Le diagnostiqueur PEMD ne peut pas aller aussi loin. Ça reste vraiment du constat visuel, de vérifier l'état des charpentes, éventuellement de déclarer si on observe des fuites d'eau en toiture qui pourraient du coup avoir un impact sur la santé du bois. Mais voilà, on ne pourra pas aller plus loin, c'est vraiment du constat visuel. Mhm. Justin, tu l'as évoqué, le sujet économique. Je crois qu'il y a deux questions sur quel est le bilan économique d'un produit de réemploi? Quel est le delta du prix par rapport à un produit neuf? Et je crois qu'il y a une autre question, je la lis en même temps. Du point de vue économique du projet, quelle est la valeur ajoutée de cette expérience de réemploi, économie sur la destruction? Point d'interrogation. Après, pour les personnes qui ont posé ces questions, n'hésitez pas aussi à rallumer vos micros si vous voulez le reformuler. Mais déjà, Donc ici, par rapport à la balance économique du projet, en fait aussi, lorsque le déconstructeur a répondu aussi en sous-traitance et qu'on avait des ambitions, que la maîtrise d'ouvrage portait ses ambitions réemploi, l'objectif c'est de se dire que finalement, comment aussi l'entreprise travaux répond en adéquation entre une dépose soignée qui rentre, comment dire, enfin qui ne soit pas excessivement chère, parce que en comparaison finalement, Ecomat 38 a pu revendre les matériaux, donc c'est aussi à eux de proposer des méthodologies et une balance économique adéquate.
Il me semble que ça représentait 2% par rapport au montant global de l'opération. Donc en fait, la volonté de la maîtrise d'ouvrage de porter le sujet du réemploi, c'était aussi d'avoir une déconstruction qui serait, comment dire, plus vertueuse, puisque malheureusement, on ne pouvait pas faire de réemploi ex situ sur ces sites. C'est-à-dire qu'on va avoir une opération de construction de logements neufs, mais qui était pas du tout en adéquation avec le planning, voire aussi des parcelles qui n'allaient pas être construites. Donc voilà, c'était une manière aussi pour la maîtrise d'ouvrage d'explorer le flux ex situ et du coup de mettre aussi les moyens économiques derrière sur l'opération. Et si je peux ajouter, d'un point de vue global, on a quand même réutilisé, donc on a supprimé la démolition ou l'enfouissement, donc on a quand même une économie circulaire globale très intéressante. On a aussi évité d'aller couper, de faire des coupes rases parfois à l'autre bout de l'Europe, voire de la planète. Et on a aussi reconcentré l'emploi. Donc on parle d'intensité sociale. L'emploi, il est local. Il y a eu de l'emploi à la déconstruction soignée, il y a eu de l'emploi à la requalification chez Ecomat 38. Donc c'est vraiment globalement qu'il faut raisonner ça. Et notamment pour les maîtres d'ouvrage publics, bah, c'est des choix politiques à faire qui ont un impact sur l'économie locale. Mm. Ouais, sur la question de l'économie, je sens multifilière. Il y a une étude de l'IFPEB qui est très intéressante sur le sujet et qui montre aussi que à Isoku, on peut avoir une meilleure qualité une- de matériaux. Alors, pas forcément que pour le bois, mais sur d'autres filières. On peut avoir des matériaux plus qualitatifs en réemploi à Isoku. Voilà. Euh, il y avait aussi une question, est-ce qu'il y a eu des notes de calcul pour justifier la structure bois pour l'abri vélo? Je ne sais pas si tu as la réponse, Perrine. Donc ça, en fait, c'est plutôt des éléments qui nous ont été transmis dans le premier bilan qui a été émis récemment par Ecoma 38. J'aimerais justement affiner le sujet, je n'ai pas encore les retours. Voilà, je ne sais pas, comme je le disais tout à l'heure, si on est dans le cadre d'un marché public ou si on a aussi, entre guillemets, plus de liberté puisqu'on est plus en marché privé et que du coup, le charpentier a surdimensionné des éléments. Voilà, en fait, il faut bien avoir en compte l'usage définitif. On va pas demander les mêmes choses à un abri vélo que lorsque ça va toucher la sécurité en toiture ou d'étanchéité ou ce genre de choses. Ok. Donc selon moi aussi, c'est aussi faire confiance à l'expertise des artisans. On a le cas aussi avec de la rectification sur des tuiles où en fait il y a des choses parfois qui peuvent être validées par l'artisan lui-même et d'autres éléments où là on va demander des tests complémentaires en laboratoire éventuellement. Et ouais, pour aller un petit peu plus loin que pour le projet d'abri vélo, une note de calcul, en fait, elle est établie à partir d'hypothèses, l'hypothèse de résistance structurelle des bois, et on a toute la liberté aussi d'appliquer un coefficient minorateur de sécurité qui va permettre, pour des grosses structures, voilà, effectivement pour un abri vélo, il n'y a peut-être pas de nécessité, mais pour une grosse structure, de refaire une note de calcul avec des hypothèses de résistance structurelle. Je remonte un peu dans la question. Il y avait une question générale sur le réemploi. Alors, comme ça, d'Anne-Cécile Villarmé. Les matériaux de réemploi ont a priori une durée de vie plus faible que du neuf. Donc, cela a un impact sur le coût global. Donc, on revient à la question économique. Pour le maître d'ouvrage, avec un remplacement peut-être plus rapide du matériau, quelle information peut être donnée sur la durée de vie du matériau réemployé? Alors, idée reçue ou réalité, est-ce qu'un matériau réemployé a une durée de vie plus courte qu'un matériau neuf? Je sais pas si quelqu'un veut apporter une réponse. Ouais, bah, ça va. Là, le réemploi, en fait, ça concerne tout. Donc, une pierre, elle nous survivra, hein, ça fait des millions d'années qu'elle existe et elle va continuer à exister. Donc, certes, enfin, c'est la question de savoir s'il y a une usure ou pas. Euh, un parquet bois, effectivement, peut-être qu'il va s'user, euh, mais ça va encore aussi dépendre si on est dans une chambre d'habitation individuelle ou si on est à l'entrée d'un hall de gare. Mm. Euh, donc
c'est une question d'échelle en fait et d'engagement puisque on est pris par l'assurance décennale. Parfois c'est difficile à évaluer effectivement, mais c'est aussi d'accepter peut-être une usure ou des désagréments esthétiques. Après, on peut aussi assumer, assumer le réemploi et toutes les vertus qui vont avec, malgré certains désagréments. Mhm. Ouais, et je pense que Fiboy, Yann, tu pourras confirmer, mais enfin, sur le bois, oui, il y a des risques d'usure, mais ça dépend aussi de la mise en œuvre. Et finalement, un produit neuf mis en œuvre, euh, mal mis en œuvre, et, avec une mauvaise conception, peut Mm. s'user plus vite qu'un produit de réemploi bien mis en œuvre et bien protégé, avec un. Ouais, c'est sûr, mais moi sur le réemploi, moi j'ai aussi des questions pour Michael, c'est au niveau des poutres lamellées-collées, au niveau des fixations, est-ce qu'il y a des essais qui sont réalisés pour les fixations, parce qu'il y a la compression, mais est-ce que la poutre elle sera remise en place avec les mêmes systèmes, ou finalement on va peut-être la couper et revenir à une section, à une longueur plus courte? pourrait refaire des essais sur les modes de fixation, mais on va dire le plus souvent, c'est des notes de calcul. Enfin là, Laurent pourra le dire, c'est plus des notes de calcul qui rentrent en ligne de compte par rapport au point d'ancrage. Mm. Nous, après, souvent, dans les essais, effectivement, on requalifie, en quelque sorte, entre guillemets, hein, une poutre lamellée collée, souvent sur des sections plus petites, pour justement un usage sur des portées plus courtes et un poids de charge différent. Car tout à l'heure, vous parliez des notes de calcul qui étaient faites pour justement le réemploi. Et effectivement, je crois qu'il y a des coefficients qui sont appliqués parce que souvent, on prend une poutre lamellée collée ou même du massif avec un classement mécanique où on est plutôt aux alentours du C24, du C30, enfin peu importe. Et souvent, on lui demande une performance moindre, justement pour le réemploi. Est-ce que c'est en lien avec les problèmes d'assurance, assurantielle et autres? Voilà, à voir. Mais souvent, un C30, on le requalifie plutôt en C18, C24, dans les performances max. Là, Laurent pourra vous en dire certainement un peu plus sur le côté assurance, mais Ouais, mais en fait, vu qu'on est en technique non courante, du fait justement de cette qualification des matériaux, et on va les sous-qualifier, et pouvoir repartir sur de nouvelles hypothèses de calcul. Et après, la note de calcul, elle est indépendante c'est un ordinateur, on rentre des valeurs, hein. Donc, et puis Et, après, juste par rapport au bois, souvent les abous de poutre sont potentiellement, on subit de la condensation, des humidités, des fuites à leurs appuis. Donc les raccourcir, c'est assez facile et le bois présente l'avantage d'être homogène, je vais m'expliquer, par rapport à une poutre en béton. Des fois, on dit, ah, bah, on va réutiliser une poutre en béton vachement balèze et puis on va la raccourcir. Sauf qu'on a oublié que aux appuis, la poutre en béton, elle a des cadres qui seront rapprochés pour reprendre les efforts de cisaillement, qu'on va pas retrouver à mi-portée. Et donc, on peut commettre des grosses erreurs, chose qu'avec le bois, on est un petit peu prévenu. et du coup, je suis remonté sur sur des questions sur l'échantillonnage. Enfin, justement, parce que du coup, on peut réduire la portée d'une poutre, par exemple, mais on peut aussi réduire la charge. Et il y a la question de Thomas Caterou du FCBA. Pour votre échantillonnage, pardon, l'historique de chargement des différents éléments de structure sont différents. Comment inclure ces différences d'historique dans l'échantillonnage pour des essais destructifs? l'historique, c'est délicat à prendre en compte, étant donné qu'on est sur un dimensionnement, on va dire, spécifique. On va dire, si on prend le cas, là, en l'occurrence, dans la mêlée collée, on a eu le cas où on avait une poutre dimensionnée, enfin, qui faisait à peu près un mètre de haut, donc dans laquelle ils ont retaillé à l'intérieur. Donc, prendre l'historique ne va pas servir à grand-chose en soi, étant donné qu'on est sur des essais de base sur une poutre d'un mètre, et là, on va caractériser un peu, un peu moins haute et un peu moins longue. Donc, l'historique, on pourrait très bien l'avoir. Si l'entreprise l'a, pourquoi pas, hein, Mhm. mais là, mais alors, si la poutre, elle a 10 ans, est-ce que quelqu'un a conservé l'historique de la poutre? Bonne question.
Hmm. Et un peu sur ce sujet de l'historique, j'ai l'impression, la question de Justine, est-ce qu'il serait envisagé ou est-ce qu'il existe pour des projets en construction des exigences de conservation d'échantillons, pour des poutres en bois par exemple, qui permettraient dans le futur de réutiliser les matériaux du bâtiment sans devoir détruire la structure en place pour la réalisation des tests? Donc si je comprends bien, garder une poutre qui pourrait qui servirait juste à faire des tests pour caractériser le reste de l'ouvrage. Oui, mais là, on est soumis, vrai on en choisit une, mais après, on n'est jamais, malheureusement, on va dire, c'est qu'un constat visuel. Là, on en parlait enfin, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un en parler, justement, est-ce que c'est un contrôle visuel, ou autre? Obligatoirement, pour le réemploi, on va être d'abord sur un contrôle visuel. Mais rien ne peut permettre de déterminer si c'est la plus faible de base ou pas. C'est Donc c'est la- après, enfin, pour moi, hein, c'est le léger, on va dire peut-être, souci ou inconvénient, on va dire, parce que là, on a tout un échantillonnage et visuellement, on va dire, c'est celle-ci qui paraît la plus endommagée. Mais pour un lamellé-collé, c'est peut-être pas le cas. Si en plein cœur, on a un défaut de collage qui est apparu, on le voit peut-être pas visuellement, mais et après, on en teste une qui, elle, passe et une autre, peut-être potentiellement, ne passe pas. D'où la règle de base d'avoir un échantillon et de ne pas faire un seul test. Oui, voilà, mais dans le cas du réemploi, un échantillonnage en l'occurrence pour des poutres, on va dire, structurelles, c'est compliqué de prendre un échantillonnage, sachant que parfois on va réutiliser peut-être 6 poutres. Si on leur demande un réel échantillonnage, il n'y a plus rien à réemployer. Ouais. Le problème, il est là, en fait. Et- Hmm. Ok. Je vois le temps qui file. Du coup, là, on commence à arriver à la fin du webinaire. Je vois encore quelques questions sur, notamment, avoir des contacts de contrôleurs techniques en Isère, dans la Drôme. Euh, du coup, après ça, je peux peut-être répondre. Laurent, toi, tu es référent national et du coup, pourras rediriger aussi au sein de la PAV vers différents relais à l'échelle départementale. Et puis après, voilà, tous les contrôleurs techniques commencent à avoir des référents réemploi et puis après le tout étant de trouver le bon interlocuteur bien sûr. Euh, et ensuite il y avait est-ce que le bois réemployé peut être broyé et réutilisé dans les matériaux d'isolant thermique? Je ne sais pas si quelqu'un a des éléments de réponse. Après là on change vraiment l'usage. Hmm. On parle plus En, de en, va- recyclage. Recyclage, ouais. en habitat participatif, par exemple. Là, c'est compliqué, là. Il va falloir déterminer le lambda. Mais bon, chez soi, à la maison, en surdimensionnant, pourquoi pas, hein. Et ok. Et quels acteurs de la construction peuvent effectuer le protocole de requalification du bois? Alors, c'est la question que j'ai soulevée tout à l'heure. Euh, on en est encore au balbutiement. Comme je disais, d'un matériau neuf, il a suivi un process qualité lors de sa confection dans une usine. Là, on n'est pas sur ces dimensions-là. Donc, il faut quelqu'un. Et aujourd'hui, c'est le métier à créer et donc savoir qui le fait. Est-ce que c'est un organisme tiers? Est-ce que c'est le poseur? Est-ce que c'est le démonteur? Est-ce que c'est un bureau d'études spécialisé? Voilà, ces questions, elles sont entières. Toujours est-il qu'il faut avoir un regard pragmatique, c'est-à-dire que ce qui est certain, c'est que c'est pas le contrôleur technique, parce que là, il serait en porte-à-faux avec deux casquettes incompatibles entre elles. Mais par contre, on est tous pragmatiquement à même à dire, bon, le risque à tel endroit, il n'est pas gigantesque. Le charpentier, il connaît son métier. Il a fait ses études. Il a envoyé des échantillons au laboratoire, etc. On se met d'accord en fait sur le protocole et sur les personnes, sur le qui fait quoi. Très bien. Allez, je vous propose de lire une dernière question avant de clore ce webinaire, histoire de pas trop dépasser. De toute façon, vous aurez les supports avec les contacts et vous pourrez aussi poser vos questions ensuite. C'est la question de Léo Grandhomme. Les tests de résistance mécanique non destructifs, pardon, sont-ils envisageables? Est-ce que ça Bien. existe? Oui, oui, ça existe, hein. Après, il y a des ultrasons qui existent. Enfin, il y a plusieurs méthodologies avec des appareils
différents, non destructibles justement, pour essayer d'amener, enfin, de classer, on va dire mécaniquement la pièce en elle-même. Donc oui, oui, c'est possible. Ok, eh ben, très bien. Du coup, je propose de terminer là-dessus et ben, du coup, à remercier les participants et surtout à remercier les intervenants pour pour leurs interventions et toutes ces réponses aux questions. Merci Merci à et Ah, tous. bon merci à appétit tous Merci et un Yann, bon merci week-end Laurent. aussi par Merci après. et un bon Michael. week-end à venir. Merci, au Voilà. revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Et voilà. Bon, ben, bon appétit à tout le monde alors, et puis Yes, merci Laurent. à bientôt. À Bon bientôt. À appétit. bientôt. À Au bientôt. revoir. Je sais même pas comment on sort, moi. Il y a une croix, je vais essayer.